L'idée, si vous le voulez bien, c'est que on fait un petit tour de table. On est dans un mode discussion, donc vous n'hésitez pas à rebondir les uns sur les autres. Vous avez le droit de ne pas être d'accord, vous avez le droit de réagir, de ne pas être d'accord avec moi d'ailleurs. Hein. Bon, je me suis fait fumer à la fin de la précédente table ronde. Bon, je l'accepte, je l'ai pris avec plaisir. Et voilà, et l'idée c'est vraiment qu'on essaie de comprendre les problématiques autour de l'immobilier et des fintech. Alors autour de l'immobilier en ce moment il y a beaucoup de problématiques diverses et variées, et les fintech essayent pour certaines les adresser, certaines les subissent un peu, certaines peut-être, je ne sais pas d'ailleurs, est-ce que certaines réussissent à en profiter, vous me le direz. Ça vous va comme programme? On essaie de comprendre vraiment toutes les solutions que vous pouvez gérer. Ce qui est intéressant, moi, ce sont des sujets qui me passionnent, et le digital et l'immobilier. Et c'est vrai qu'on sent qu'il y a un vrai changement de paradigme depuis 18 mois. Et ça m'intéresse d'avoir un peu ce qui se passe à l'intérieur. Voilà. Ça vous va? Très bien. Je te laisse commencer. Très bien, du coup je suis Laurent Lebaudic, le dirigeant de Teamzy, le créateur de Teamzy. Teamzy, en quelques mots, c'est un endroit unique où vous avez tous les interlocuteurs de votre projet immobilier, à la fois banquiers, notaires, cuisinistes, assureurs, géomètres, collectivités pour les permis, tout au même endroit. Les documents sont partagés une seule fois, tout est centralisé avec des workflows, avec de la signature numérique. L'idée c'est que finalement il n'y a plus un élément qui se passe à un endroit, un autre élément à un autre endroit, pour faire gagner du temps à tout le monde, faire gagner de la sérénité au client final, évidemment, qui construit, achète ou rénove, et faire gagner du temps aux professionnels aussi, parce qu'il aura les bons documents, il aura des documents de qualité, des choses bien scannées, et pas une photo faite avec le téléphone vite fait. Jusqu'au notaire? Jusqu'au notaire, on est branché au système des notaires, et justement, c'est même les notaires un de nos principaux sponsors aujourd'hui, parce que ça intègre finalement une notion de qualité de document. Okay. Et si on est sûr que le document provient de la banque, tracé, eurodaté banque, du coup, on peut adapter les contrôles. On part du principe qu'ils sont bons, on ne part pas du principe que c'est potentiellement un faux, ou en tout cas qu'il faut se poser beaucoup de questions. Et donc Teamzy, c'est une jeune entreprise qui vise vraiment à simplifier tout ça, très orienté client, je dirais une innovation d'usage. C'est TEAMZY, c'est ça, .imo. Et juste pour finir par rapport à ta question, c'est vrai que l'immobilier, je pense, est un peu tendu en ce moment, et on s'en entend bien de partout, que c'est l'année horrible, que c'est la période rouge, que c'est la ligne rouge, voilà, il y a plein de petits mots comme ça, mais je pense que c'est aussi pendant ces périodes un peu de vache maigre ou de périodes très dures, c'est là qu'il faut innover aussi, c'est là qu'il faut être différent, c'est là qu'il faut se poser un tout petit peu sur son business et réfléchir à des choses différentes, et pas simplement dérouler des pratiques qu'on a déjà vues depuis X temps. Donc c'est, je pense, aussi un bon moment. Il faut être un peu solide, mais c'est un bon moment pour chercher à innover. Oui, puis on le voyait, on en parlait tout à l'heure avec Emeline, une fois de plus, mais il y a quand même des choses qui se font, des deals qui se font, des choses surprenantes, encore des prêts à presque 100%, ça arrive, quoi, donc c'est possible. C'est moins facile de les industrialiser, excusez-moi. On reste sur un nombre d'OP qui est de toute manière, les gens qui déménagent, qui divorcent, qui se marient, etc., il y a toujours un nombre d'OP annuel, ça c'est mécanique, je dirais, c'est la vie, et donc du coup ce nombre d'OP génère quand même un business récurrent, quand même. Très bien. Je te laisse prendre la suite. Oui, bonjour, donc moi c'est Christophe, je suis le cofondateur de Léocare. Donc on est une néo-assurance, on permet avec votre application d'avoir tous les biens de la famille assurés. Notre présence sur l'immobilier, comme on est assureur, nous ce qu'on voit c'est plutôt ce qui se passe après, donc les problèmes. Et on va au fur et à mesure jeter quelques retours d'expérience de nos statistiques. Premier sujet important aujourd'hui dans l'immobilier, c'est que dans 5, 10, 15 ans, il y a des endroits qu'on ne pourra plus assurer en France. Voilà, c'est acté, c'est clair. Donc je vous invite très largement, avant d'investir aujourd'hui, de regarder, il y a des cartes en ligne qui sont disponibles. Par exemple, sur les rétrécissements, gonflements d'argile, vous avez les cartes et vous voyez les zones. Donc autour de Toulouse, tout ça, je ne vous conseille pas trop de regarder pour l'avenir. Voilà. Donc premier conseil en immobilier, peut-être qu'on ne faisait pas avant, c'est de prendre conscience que oui, il y a des zones qui vont être compliquées. Et vu d'un assureur, c'est à la fois ce qu'on appelle la fréquence. Donc malheureusement, tous les ans, il fait 45 degrés, 50 degrés, et la façade, elle craque. Tous les ans, il pleut et ça dégonfle. Et donc, un assureur ne peut pas continuer à vous payer 10 ou 15 000 euros en ayant touché 2 000 de l'autre côté. Donc ça, c'est un vrai premier sujet, je pense, qu'on peut donner comme conseil, dorénavant, de regarder tout ça. C'est tellement vrai pour ceux qui sont
un peu curieux d'aller voir, il y a des rapports qui ont été faits par l'Assemblée nationale sur le sujet. Je crois une certaine Sandrine Rousseau, connue comme députée, qui a aussi fait ce rapport, je crois, qui est sorti en mars ou mai 2023, voilà, et qui décrit que ce sujet de catastrophe naturelle va avoir des difficultés de... Donc c'est dans les sols, pardon, l'argile, c'est les sols argileux ou c'est aussi les façades Alors le plus connu, c'est les fameux RGA, donc les sols argileux. Globalement, on parle de catastrophes naturelles. Et des choses qu'on ne constatait pas avant, on constate sur 2 années consécutives, sur un même lieu, des impacts de la chaleur, ce qu'on n'avait pas avant. Donc nous et la profession, il va y avoir un problème, d'où le fait que l'État s'y intègre, parce qu'on pourra... Comment on va continuer à assurer ces gens? Je pense que personne n'a envie de payer 10 000 € d'assurance, et les Bretons n'ont peut-être pas envie de payer pour les gens du Sud-Ouest et inversement. Et ça existe déjà aujourd'hui des endroits qui ne sont pas assurés Alors, légalement, c'est interdit. Okay. Après, il y a des systèmes qui permettent de faire des prix qu'on n'a pas envie de prendre, mais légalement, on n'a pas le droit de faire ça. Okay. Voilà, donc, et puis on reviendra, il y a des sujets aussi dans l'immobilier autour de l'assurance emprunteur, je pense que c'est intéressant, mais je vous laisse continuer, l'objectif c'est d'échanger. Merci Christophe, d'ailleurs ça m'inquiète parce que j'ai un bien en location à Toulouse, donc je vais appeler un agent immobilier dès aujourd'hui, et c'est pas le bon moment de vendre. Guillaume Le Chaplet, je suis le directeur de la distribution des partenariats de Pepernest. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on aide les particuliers à reprendre le contrôle sur leurs contrats, leurs abonnements. Aujourd'hui, chaque ménage accumule de plus en plus de contrats et donc de dépenses récurrentes. Et donc, on va aider à optimiser, comparer les différents contrats du logement notamment, donc l'électricité, le gaz, la box, l'assurance, le mobile. Et on va aider à comparer, optimiser, souscrire, résilier les différents contrats du logement. Donc on travaille notamment avec les acteurs bancaires pour aider leurs clients à optimiser leur budget et à améliorer leur bien-être financier. Donc c'est une question de solvabilité de la base du portefeuille de clients. Et puis on travaille évidemment avec les acteurs de l'immobilier parce que quand vous passez par un agent immobilier, un administrateur de biens aujourd'hui, en tant que locataire ou acquéreur, vous devez faire des démarches pour emménager. Et donc on va accompagner les clients des professionnels de l'immobilier dans la souscription de tous les contrats du logement en une seule fois, en quelques minutes, lorsque vous emménagez. Voilà pour la présentation. Merci, William. Bonjour à tous, donc William Violet, donc je suis à la tête de Omio. Et Omio, c'est une plateforme de data intelligence pour l'immobilier résidentiel. Donc on fournit des prix, des loyers et des indicateurs sur le marché immobilier. Donc sur toute la France. Et donc on travaille évidemment avec des établissements bancaires sur tout le cycle de vie d'un crédit immobilier, que ce soit donc sur son initiation, donc le flux ou sur le stock. Et parmi les indicateurs que l'on fournit, pour rebondir sur ce qu'indiquait Christophe, on fournit des indicateurs sur le risque environnemental. Donc aujourd'hui, on est une des seules sociétés, voire la seule société qui est capable d'estimer le DPE de tout logement résidentiel en France. Et parmi les autres indicateurs environnementaux qu'on fournit, il y a le risque de retrait gonflement d'argile. Et c'est vrai que c'est un gros sujet en termes assurantiels et même pour les établissements bancaires de savoir ce qu'il va advenir par rapport à ces logements qui sont à risque. Il y a aussi tout ce qui est sur le bord de mer, quand vous êtes trop proche de la mer, donc vous avez une super villa. Le problème, c'est que dans 10 ans, elle sera les pieds dans l'eau. Donc suivant comment vous la commercialisez, ça va être un peu compliqué d'assurer tout cela. Donc nous, notre vocation, c'est justement fournir toute cette donnée, en fait, que l'on récupère ou principalement que l'on crée avec nos algos, pour aider les établissements bancaires à prendre des bonnes décisions par rapport à tout ce cycle de vie du crédit. Voilà. Très clair. Alors quelles sont les grandes tendances, si on a évoqué une ou deux, et où les gros changements actuels qu'on voit dans le secteur de l'immobilier? Alors on peut en voir partout, il y en a dans tous les sens. Je veux dire, on peut parler comment on appelle ça, d'immobilier fractionné, de blockchain, ça se voit à l'étranger, ça s'est vu en France, on a vu des opérateurs comme Brix ou des choses comme ça. On peut parler en effet d'assurance, on peut parler de... Est-ce qu'il y en a qui vous paraissent, vous, aujourd'hui, très très importants, peut-être certains qu'on n'aurait pas complètement vus d'ailleurs venir? Je me permets de rebondir sur le sujet assurance. Vous le savez tous, début 2022, on faisait à peu près un prêt sur 20 ans à 1,5, voire même en dessous de 1. Et donc, la part de l'assurance emprunteur représentait 40 à 50% du coût
du coût du financement. Hein. Et donc c'est pour ça que, pour ceux qui ont suivi, il y a eu la loi Lemoine, votée en 2022 et active en 2023, qui permet à tout à chacun de changer d'assurance emprunteur quand il le souhaite de manière infra-annuelle et non pas aux dates anniversaires. Donc je pense que ça c'est quelque chose, là aussi en termes de conseil immobilier, c'est pas rien. Avec la remontée des taux, donc on a fait des tests, on est plutôt, on représente plus que 20%, donc un cinquième de tout ça. Et puis les dernières études nous qu'on a vues par rapport à nos clients, on a perdu à peu près 27% de pouvoir d'achat en un an en voulant emprunter, en ayant la capacité de remboursement avec le même montant par mois pendant la même durée. Hein, donc je la fais simple. Avant je pouvais emprunter 300 000 euros, je ne peux plus que emprunter entre 220 et 230 avec le même volume, avec le même montant par mois et sur la même durée. Donc c'est quand même des éléments assez forts qui forcément dans la vision du projet immobilier sont différents. Ce qui fait qu'on est dans une période où il y a quand même moins de transactions et avant que les prix craquent. Enfin, c'est en cours là, non? Il y a moins de transactions, mais il y aura également une évolution du marché parce que du coup, il y aura moins de neufs. Il y a la loi ZAN là, qui va commencer à être appliquée logiquement d'ici 2-3 ans pour les premières communes. Il y a déjà des premiers impacts, des rétrécissements du logement, on va dire, privatif type lotissement dans toutes les périphéries. Le neuf coûte cher, les prix ont monté, resté élevés, etc. Du coup, ce qui devrait amener beaucoup plus le marché à s'orienter vers de l'achat de l'ancien avec rénovation, plus qu'avant. Et en plus, le sujet rénovation est de toute manière un sujet cœur pour beaucoup de personnes aujourd'hui, ne serait-ce que pour améliorer son bien. Donc, on risque de voir aussi beaucoup plus de projets immobiliers de type achat d'un bien un peu dans son jus, un peu ancien. Avant, on se disait, il y a trop de travaux, je passe mon tour. Et maintenant, j'ose, je prends. Et c'est là où c'est très difficile à lire, parce qu'en fait, on vient de dire, ça va peut-être baisser, mais en fait, l'ancien, finalement, va peut-être pas baisser. Donc, on a du mal toujours à se positionner. Alors, on n'est pas là pour faire la boule de cristal, hein, mais... Après, sur l'ancien, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'il y a les réseaux immobiliers aujourd'hui transactionnaires, les Orpi, Century, etc., publient des analyses là, sur l'année 2023, et je pense qu'on n'est pas encore au pic de la crise. Je pense qu'en 2024, on verra un contexte beaucoup plus marqué pour les acteurs de l'immobilier. Et sur l'ancien, vous êtes sur du entre moins 20 points et quasiment moins 30 points pour certains réseaux sur le nombre de transactions. Et ce qui est intéressant, c'est que vous avez à la fois un ralentissement du marché du neuf. Les promoteurs sont à moins 40% sur les réservations et sont en train de brader pas mal de logements. Je vous invite à regarder si vous voulez investir ou si vous avez du cash, parce qu'aujourd'hui, emprunter, ça coûte cher. Mais les promoteurs sont en train de brader les logements neufs qui sont déjà construits parce qu'ils ne trouvent pas des acquéreurs. Sur le marché de l'ancien, aujourd'hui, la capacité d'emprunt des acquéreurs est diminuée, donc en gros, le nombre de transactions baisse. Et du coup, ça impacte de facto les primo-accédants. Et les primo-accédants, c'est des gens aujourd'hui qui restent dans la location, qui pourraient accéder à un logement mais qui ne le font plus. Et donc aujourd'hui, vous avez un marché de la location qui est complètement sinistré. Enfin, je vous invite à regarder le nombre d'annonces de location disponibles sur Paris, il n'y en a quasiment pas. On est sur un niveau historiquement bas. Et aujourd'hui, vous avez des jeunes qui rentrent sur le marché qui ne peuvent plus se loger. Et ça, c'est catastrophique pour toute la chaîne de valeur de l'immobilier. Et puis, ça remet en cause quand même assez fortement le business model des acteurs de l'immobilier, notamment les transactionnaires qui vont essayer de venir vers des métiers de l'administration de biens pour aller créer du revenu récurrent. Mais dans un contexte marché où finalement, même sur la location, il n'y a plus de rotation, quoi. Est-ce que dans tout ça, parce que finalement, il y a quand même un problème structurel assez fondamental, qui est qu'il n'y a pas assez de logements en soi. Il y a un gros déficit. Est-ce que alors les fintech et les proptech qui vont résoudre beaucoup de problèmes, ne construisent pas, a priori, jusqu'à présent, mais peuvent résoudre un peu un certain nombre de problématiques là-dessus. Peut-être sur les endroits où il faut le faire, sur le financement, le crowdfunding. Est-ce qu'il y a des solutions qui se trouvent dans ces secteurs autour de vous? J'ai l'impression que je vous mets bien perplexe. On va passer à la question d'après. Ouais, merci, c'est très sympa. Là, ce qui bloque, c'est quand même beaucoup aussi la confiance des utilisateurs, hein, des clients qui veulent acheter ou se lancer dans un projet. Aujourd'hui, l'économie est un peu hasardeuse, ou ça manque de visibilité encore, ça va peut-être se stabiliser. Mais en tout état de cause, les gens ont tendance à beaucoup reporter des projets. Et donc aujourd'hui, tant qu'on n'a pas cette petite stabilité qui permet à chacun de se projeter, en effet, même les pros, ils ne savent pas trop dans quel sens il faut aller, est-ce qu'il faut investir, réduire, garder. Il y a beaucoup de gens qui se posent des questions. Et dans les évolutions, hein, tous les gens qui font les boîtes qui font du neuf, il y en a beaucoup qui s'orientent vers la réno,
en se disant le neuf est sinistré, très fortement sinistré. Par contre, ce n'est pas le même métier. Hein. Des gens qui sont habitués à faire du neuf, les artisans, le neuf, c'est le logement n'est pas habité, on peut y aller entre guillemets comme un bourrin. Quand c'est de la réno, parfois l'habitation, il y a quelqu'un qui vit dedans, le soir il va dormir dans le lit à côté, etc. Donc on ne peut pas faire envoyer un coup de meuleuse et envoyer la scie sauteuse directement. Et en tout cas, ce n'est pas le même métier. Il va y avoir, je pense, en effet, beaucoup de transformations ainsi, des tentatives ou des gens qui vont chercher leur modèle. Beaucoup de grands acteurs aussi se lancent sur le sujet de la rénovation. Et il y a beaucoup, je pense que les modèles économiques ne sont pas très... voilà, il y a des choses qui vont se tester et forcément après des fusions, des merges de projets ou des abandons. On peut souligner par contre, par rapport à l'accession au logement, ce qui a été fait ce qui est en cours là, chez les bailleurs sociaux, donc le bail réel solidaire, qui consiste à désolidariser le prix du foncier du prix, on va dire, du logement. Et donc les personnes qui acquièrent ce type de logement payent une redevance. C'est un modèle qui justement permet de rendre les logements un petit peu plus accessibles. Donc c'est vrai que jusqu'à présent, ce qu'on a vu, c'est plutôt sur le mode de financement des logements pour rendre les logements plus accessibles. Ceci dit, pour revenir sur le marché immobilier, nous, ce qu'on constate, en tout cas dans les observatoires que l'on a, c'est que jusqu'à présent, le marché a été relativement attentiste, c'est-à-dire que du côté des particuliers en particulier, on n'a pas voulu baisser le prix d'acquisition, le prix de vente de son logement, mais là, depuis septembre, on remarque que c'est beaucoup moins le cas. Et en particulier chez les institutionnels, sur les ventes en bloc, quand les institutionnels achetaient des immeubles, donc il y avait une décote pour l'achat de ces immeubles, et là les décotes sont considérablement plus importantes. Donc justement sur le financement, ça vient logiquement de l'augmentation des taux, c'est-à-dire qu'à une problématique financière, d'une certaine manière, on apporte logiquement une solution financière dans un premier temps. Et je pense que pour revenir sur les histoires environnementales dont Christophe parlait, je pense que ça va être un vrai challenge pour le financement et notamment pour les banques, puisque elles ont un rôle pour financer l'économie, elles ont elles-mêmes leurs propres contraintes, mais d'un autre côté, il faut être aussi conscient des risques. Et comme tu l'indiquais, quand on paye 2 000 € de prime, on ne peut pas financer chaque année 10 000 € de rénovation. Et ça, aujourd'hui, en termes de problèmes qu'il y a vraiment quelque chose à réfléchir. Voilà, sur cette problématique environnementale, avec tous les scénarios du GIEC que l'on voit passer. Et ça, moi, je reste très, très à l'écoute de ce qui pourrait être fait, parce que j'ai l'impression qu'on est un peu dans un cercle sans fin. La question du moment, on est tous des enfants de la Startup Nation, donc on est très heureux de ce qu'a mis en place le gouvernement pour aider les startups. Moi, ce que je ne sais pas, mais je n'ai pas de boule de cristal, mais est-ce que le gouvernement peut rester encore longtemps, pas en conflit, mais en tout cas, on a tous connu les lois Cellier, il y a toujours eu des avantages fiscaux. Aujourd'hui, on voit que c'est non. On a enlevé l'ISF, on a mis en gros la fortune sur l'immobilier. On pense à la fin du LMNP, là en ce moment. Ouais. Voilà, donc il faudra demander à Bercy, ils sont plus compétents que moi pour répondre. Mais est-ce qu'on peut rester encore longtemps ce que tu viens de dire, c'est-à-dire il y a une tension sur le locatif qui est dingue. Nous, on n'a jamais vu autant finalement de changements d'assurance pour du propriétaire, donc c'est des gens qui restent là où ils sont, alors qu'avant on avait plutôt 60-70% sur le locataire, c'est plutôt lui qui tournait. Et là, ce qui est bizarre, c'est plutôt des gens sur le propriétaire qui tournent, donc on voit bien qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Voilà, donc peut-être que pour répondre à ta question, est-ce que le choix de l'État qui a plutôt été d'aller sur d'autres types d'investissements, est-ce qu'on peut continuer à faire peut-être ce qu'on ne veut pas faire ou ce qu'on a fait par le passé? Notre président a quand même dit au mois de juin, je crois, qu'il fallait assainir le secteur. Parle plus fort parce qu'il n'est pas loin, comme ça. Notre président a dit au mois de juin quand même qu'il fallait assainir le secteur de l'immobilier. Donc en effet, ça laisse présager un certain nombre de morts. Certains, faut dire si on fait partie du futur décès ou pas. C'est très intéressant parce que à la fois, chacun d'entre vous, j'imagine, est impacté quand même directement par ça, c'est-à-dire dans les prises de police d'assurance, dans les changements d'abonnement, dans chacun de vos métiers là-dessus. Et donc, est-ce que vous arrivez à mettre en place des stratégies pour contrer ça? Est-ce qu'il faut se réinventer? Comment, en fait,
on doit, le principe du pivot, cher à la Startup Nation dont tu parlais tout de suite, mais comment vous réagissez par rapport à ça? Peut-être en guise d'exemple, effectivement, il y a aujourd'hui moins de mobilité résidentielle sur la location, sur la transaction. Après, moi, je trouve ça intéressant parce que dans mon modèle économique, l'agent immobilier est un apporteur d'affaires pour Pepernest. Donc moi, je lui reverse un revenu dès que ses clients souscrivent des contrats d'énergie, de box internet, d'assurance, etc. Donc en fait, dans un contexte économique où l'agent immobilier commence à être un peu tendu sur ses finances, moi en fait je vais lui apporter du revenu additionnel. Donc aujourd'hui ça fait partie aussi de la stratégie des acteurs de l'immobilier d'essayer de diversifier leurs revenus. Donc moi je vois ça aussi comme une opportunité et peut-être au-delà d'apporter du service à son client, il y a un enjeu économique derrière pour l'agent. Et puis après, il y a aussi, on travaille sur des nouvelles problématiques que je trouve intéressantes, c'est que dans un contexte aussi inflationniste qui est notamment porté par l'énergie, aujourd'hui, en moyenne, les dépenses contraintes pour un logement, donc loyer plus les contrats de votre logement, c'est 38% de votre revenu disponible chaque mois. Et pour les revenus les plus modestes, notamment dans le logement social, on monte jusqu'à 80%. Donc, c'est-à-dire qu'il ne vous reste pas grand-chose pour épargner derrière, et ça met en difficulté la solvabilité de vos locataires. Et donc par rapport à ça, aujourd'hui, on travaille avec des gros gestionnaires immobiliers pour optimiser en fait le revenu disponible et le budget de leurs clients pour baisser le taux d'impayés finalement qu'ils vont avoir, parce qu'aujourd'hui on voit ils voient déjà en fait chaque mois le taux d'impayés qui augmente sur leur parc. Donc on va essayer de les aider là-dessus à assainir, on va dire, la situation financière de leurs clients, quoi. Côté TeamZ, notre cible, c'est de faire gagner 1 mois ou jusqu'à 2 mois pour le neuf sur un projet immobilier. Et donc aujourd'hui, si la personne qui achète ou construit est locataire, 2 mois de loyer en moins potentiellement, c'est une manière de récupérer en tout cas une partie sympathique. On s'adapte en effet à la situation, ça devient vraiment un vrai argument. Ce côté temps, déjà tout le monde aime bien que les projets soient plus courts, ça évite des effets tunnels. Et en plus, si on gagne de l'argent, parce que plutôt on en dépense un peu moins dans un loyer perdu, c'est un plus. Nous, côté assurance, la façon d'exister face aux grands, aux historiques, c'est que finalement, par la technologie, on répond à des problématiques sociétales. Alors, je vais donner 2 exemples. Le premier, c'est qu'aujourd'hui, notre logement est devenu notre bureau. Et donc, on a l'ordinateur de bureau, on a tout un ensemble de choses. On est plus présent dans le logement. Et ça veut dire que face à des sinistres comme le vol, par exemple, nous, on constate depuis 2 ans et demi une baisse de la sinistralité sur le vol, puisqu'on est plus longtemps présent dans sa maison. Donc on démontre finalement une adaptabilité par rapport à la présence dans le logement. Donc c'est comme ça que les startups doivent s'adapter finalement au marché. Puis je vais prendre une boutade, mais c'est une réalité. Tout le monde a entendu parler des punaises de lit. C'est un truc qui n'est pas dans les contrats d'assurance des vieilles maisons, et que nous, on se doit, en étant flexible, on a intégré ça, je crois qu'il y a 1 mois et demi dedans. Donc pour répondre à ta question, comment les startups qui ont créé leur modèle économique, en tout cas sur nous, sur la simplicité et la flexibilité, au moment où c'est un peu, je dirais, ça manque de mouvement, eh bien l'enjeu c'est de s'adapter à la société. De la même façon qu'on peut faire en temps réel la mise à jour de sa distance de voiture pour payer qu'au kilomètre, etc., etc. Donc je crois qu'en tout cas, quel que soit le secteur d'activité, une start-up qui par défaut s'est créée, je pense, sur la technologie, elle doit, par cette technologie, amener une flexibilité et répondre à des pain points et dans l'immobilier, dans le quotidien. Voilà, on a en tout cas quelques exemples, soit pour lui faire gagner du temps et souvent de l'argent. Je vais rejoindre ce que tu dis, c'est-à-dire que le but c'est de s'adapter le plus rapidement possible par rapport aux nouvelles problématiques. Nous concernant, ça va être de créer les indicateurs qu'il faut pour qu'un établissement bancaire, un bailleur social s'adapte par rapport à ces problématiques-là. Donc nous, dernièrement, ça a été toutes les problématiques environnementales qui nous ont occupés justement pour répondre à toutes les problématiques réglementaires auxquelles les banques sont soumises, mais aussi par rapport aux nouvelles décisions sur les octrois de crédit. Mais ça peut être tout autre élément, c'est-à-dire que là on parlait du défaut de paiement, de l'augmentation de ces défauts-là. Quand il y a eu la période de Covid, on s'attendait à ce qu'il y ait des défauts qui soient plus importants, ça n'a pas du tout été le cas, et cette vague de défauts, elle arrive maintenant. Et effectivement, c'est maintenant qu'il faut la gérer. C'est maintenant qu'il faut accompagner, trouver des solutions par rapport à ces problématiques-là. Et c'est vrai que ce sont des situations qui sont difficiles et sur lesquelles les grands acteurs doivent avoir des solutions, factuelles et qui aident. Voilà.
pense que la start-up, par définition, elle est quand même plus agile, elle est plus à l'écoute de ce marché. Un gros, il va être plus dans un modèle industriel où on a toujours fait ça, pourquoi changer? Il va vraiment falloir que le faisceau se transforme en grosse preuve pour changer. Alors que les startups, généralement, est beaucoup plus à l'écoute des signaux faibles du marché, des opportunités, et va toujours imaginer de prendre toute difficulté comme opportunité de business ou comme opportunité de grandir et de faire mieux, quoi. Mais sachant que pour vous, vous êtes finalement pour la plupart, mais déjà dans la crise, c'est-à-dire ce qui va compter, en tout cas pour pas mal d'entre vous, c'est pas le prix des transactions, à la limite, c'est le nombre de transactions qui compte pour vous, c'est le fait de changer qui est important. Il y a ça, puis là, les transactions qui sont plus compliquées, ça rend des acteurs parfois plus nerveux. Tester un nouveau processus, ça va être ouais, mais si je perds mon client, je ne sais jamais, c'est tellement tendu, j'ai fait qu'une vente ce mois-ci. Voilà, donc parfois il y a des entrepreneurs qui ne veulent pas prendre de risques du tout. Inversement, d'autres justement jouent le jeu, mais en effet, ça a tendance un peu à tout crisper, quoi. Parce que ma question allait être, avant de réaliser ça, mais est-ce que vous prenez de l'avance sur le fait que le marché va quand même probablement craquer en termes de prix, mais ça ne changera pas grand-chose pour vous aussi, un peu, je ne sais pas. Non, enfin, en tout cas, l'avantage d'Extra l'assurance, c'est que c'est obligatoire, en tout cas pour les locataires. Voilà. La voiture aussi, c'est obligatoire, je vous invite surtout à ne pas l'enlever. Mais plus sérieusement... Les punaises de lit, c'est pas obligatoire, mais c'est recommandé. Voilà. Ça peut piquer, je crois, 90 fois dans une même nuit, une seule punaise. Ça aime le sang. Pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure... Il a bien travaillé son narratif. Hein, qui est beaucoup plus grave, c'est vrai qu'on constate une augmentation du défaut de paiement. Et ça c'est... Ouais, c'est triste au niveau social. On voit qu'il y a vraiment des conséquences aujourd'hui sur ce sujet-là. Et alors on est un assureur, donc on est des voleurs, mais c'est compliqué de répondre à ce sujet. Ce qu'on essaye de faire, c'est que le marché de l'assurance en France, l'habitation, c'est à peu près 11 milliards d'euros de primes par an. Et donc il y a entre 7 et 10%, voire un peu plus, d'estimés en termes de fraude. Et donc dans notre marché, pour répondre à la question comment on peut ne pas faire augmenter tous les ans de 6 à 7%, parce que c'est vers ça dont on va, c'est quand même de travailler sur la fraude. Et là aussi, on est quand même au monde des fintech, la technologie aide énormément sur ce sujet. Alors ça peut paraître des trucs tout cons, hein, c'est j'habite au rez-de-chaussée, on vous fait prendre en photo les fenêtres, un truc tout con, vous obligez à prendre en photo votre porte d'entrée. Normalement, elle doit faire 3 points, donc une porte d'entrée qui a juste 1 point, bien sûr, en termes de défraction, c'est... Voilà, donc par la technologie, en prenant des photos géolocalisées, comme elles sont prises par votre téléphone, vous ne pouvez pas copier, télécharger, sauf avoir un studio avec un fond vert, bon, là, voilà. Et donc, voilà, donc dans un métier comme le nôtre, je dirais que l'assurance est obligatoire. Il y a la loi Hamon, hein, depuis le 1er janvier 2015, on peut changer d'assurance de biens comme on le souhaite après un an. Donc ça permet d'être... Il y a la capacité à s'adapter au mode de vie, intégrer de base la capacité à faire de la location de son logement. On sait que beaucoup de jeunes et de moins jeunes, notamment dans les grandes villes, permettent d'avoir un logement plus grand grâce au locatif. Donc c'est aussi à nous de l'intégrer directement. Voilà, et les nouveaux modes, le co-living, toutes ces choses-là, il y a des adaptations nécessaires dans tous vos métiers ou... Nous, c'est quand même plutôt nécessaire. Ouais. Ça faisait un petit bout de temps que c'est intégré. La question, c'est toujours la même. J'ai loué sur Airbnb, l'équipe de rugby d'Afrique du Sud a gagné, elle a défoncé mon appartement. Qui paye? Par défaut, j'ai plutôt envie d'aller vers mon assureur. Alors nous, on dit, mais est-ce que vous... Voilà, contractuellement. Et nous, ce que l'on fait simplement, c'est qu'il faut avoir déclaré à la fois qu'on le fait et avoir déclaré ses revenus. Pourquoi? Parce que si ça en devient une profession, pour le coup, ce n'est pas le statut de particulier. Donc voilà comment on traite ce point. Mais c'est une nécessité. Si on veut... comment convaincre quelqu'un qui était chez AXA ou à la Maïf de venir chez Léo Caire, c'est quoi? La réponse, c'est est-ce qu'on est en adéquation finalement avec mon mode de vie? Donc je fais du télétravail. Est-ce que par la présence, je peux baisser ma prime? Je fais du couchsurfing, du Airbnb. Est-ce que c'est intégré? Voilà comment, en tout cas, je peux répondre à ta question. C'est un vrai mélange. Toujours pareil pour moi, je pense, comportement sociétal et technologie. Est-ce que vous avez des questions? On n'a pas beaucoup, on en parlait tout à l'heure, mais aborder mais je ne sais pas dans quelle mesure ça
ça vous impacte, on en parlait tout à l'heure, de l'augmentation du prix des travaux aussi, parce que finalement on a parlé des crédits, mais toutes les matières premières, c'est hallucinant en fait aussi. Le S sur P, pour vous donner quelque chose qui rebondit sur ce que tu viens de dire. Le ministère des Finances nous a obligés, on n'a pas eu trop le choix, je crois, de faire, c'était 3 ou 4%, je ne me souviens plus le pourcentage, imposé. Dans le même temps, l'augmentation des sinistres a augmenté de 11%. Donc ça n'a jamais été vu, d'avoir autant d'augmentation des coûts de sinistre par prestation. Que ce soit une vitre cassée, que ce soit de la peinture, que ce soit, enfin bref. Pendant les travaux? Non, pas pendant les travaux, au sens accident de la vie, etc. Et donc là, il y a quand même un problème, c'est que l'État a bien compris qu'il y a un problème sur les coûts de matières premières, donc nous a imposé d'avoir un plafond de verre, entre guillemets, par rapport aux augmentations, sachant que la réalité des coûts est double par rapport à l'augmentation qu'on a fait, entre guillemets, subir aux citoyens. Et sur l'augmentation des travaux, tu peux voir aussi l'impact sur le propriétaire bailleur qui aujourd'hui se voit interdire à la location son logement d'ici 8 ans. Aujourd'hui, les logements F et G, je crois qu'en Ile-de-France ou en sur DPE, Paris, tu parles du DPE. Je parle de DPE, tu es à quasiment 50% du parc locatif parisien. Ça te dit à quel point les propriétaires bailleurs vont devoir financer des travaux de réno. Travaux de réno sur lesquels il n'y a pas d'incentive significative de la part de l'État aujourd'hui. On dit aux bailleurs, vous financez vous-même. Et d'ailleurs, il n'y a pas assez d'artisans certifiés RGE pour faire les travaux. Donc en fait, et en plus de ça, tu as une inflation sur le coût du travaux des matières premières. Donc aujourd'hui, tu as juste un effet délétère sur des propriétaires qui d'ailleurs préfèrent ne pas louer, donc augmentation de la vacance locative, plutôt que de louer. Alors, il y a quand même une bonne nouvelle. C'est ça, parce que moi je suis en train de me dire, on est juste là, on a bien écrit qu'il va se passer un crack immobilier. On s'attend à ce que ça baisse, mais vendez. J'aimerais quand même dire la bonne nouvelle, parce que on est certes dans la phase d'investissement, c'est le moment qui est un petit peu difficile, mais si on regarde sur le long terme, le fait de rénover des bâtiments, ça veut dire qu'on va vivre dans des logements qui sont de meilleure facture, qui vont consommer moins d'énergie, donc qui vont nous entraîner une forte baisse de la prime d'assurance, peut-être pas tout de suite, mais dans quelques années. Et tout ça, finalement, c'est un cycle de fond qui est quand même bon. C'est-à-dire que quand on regarde le parc et l'état du parc de logement en France, il y en a, on se demande comment ils tiennent encore debout. Donc c'est bien tout ce qui se passe. Le problème, c'est que finalement, le timing est peut-être pas parfait. Il y a un impact qu'on n'a pas du tout évoqué, surtout pendant la période passée, là où la partie HCSF, du coup le taux de crédit maximum que les banques pouvaient accorder légalement et le taux marginal qu'elles avaient en refinancement était tout petit. Et du coup, ce qui faisait que la place des courtiers était quasiment très très compliquée à occuper, parce que finalement, elles n'arrivaient plus à se rémunérer. Et donc, ça a aussi amené un certain nombre d'évolutions de pratiques où les clients qui faisaient appel à un courtier puis après banque, finalement, le dossier ne passait plus. Et que les courtiers ou même les banquiers, à un moment donné, où elles étaient très très contraintes, n'acceptaient que les dossiers parfaits. On a beaucoup entendu à un moment donné que les banquiers refusaient beaucoup de crédits. En fait, c'était vraiment une chasse réglementairement bloquée, finalement, une chasse aux très très beaux dossiers. Et du coup, ça va sûrement aussi amener quelques évolutions, parce que même si ça s'est un peu assoupli, ça reste tendu. Et donc, du coup, finalement, certains intermédiaires, parfois, quand il y a trop d'intermédiaires dans une chaîne, finalement, en enlevant un intermédiaire ou deux, c'est une manière aussi de regagner quelques points de valeur et de redonner un peu de marge aux uns et aux autres. Merci. Quelques lueurs d'espoir quand même aussi. Vous avez des questions pour nous? Alors, je vous invite à suivre bien chacun de nos intervenants sur LinkedIn notamment, vous pouvez y aller, et puis merci, c'est très intéressant. Merci. Et puis de pouvoir aussi réfléchir avec, comme je le proposais au début, mais de l'intérieur aux différentes idées que vous avez et manières de proposer des solutions, puis de se dire que voilà, si on passe cette période après, on va être fort. L'immobilier a souvent été cyclique. Oui, c'est vrai, mais il n'a pas été pendant très longtemps là. Oui. Il y a eu... Ouais. Mais il y a beaucoup de pros qui disaient qu'on a traversé une grande crise en 2008-2009, il a fallu attendre 2011 pour que ça reparte. Donc les mauvaises langues vont dire qu'on est au début de la période la moins belle, mais du coup, fin 2024, on peut espérer que ça... Alors après, d'un point de vue plus financier ou investissement, moins écologie, etc., en effet, moi, c'est dans la période qui vient qu'il y a les meilleurs coups à faire, probablement, mais il va falloir les faire au bon moment.
Merci. Merci.